Le Pic de Dante est un film de Roger Donaldson avec Pierce Brosnan et Linda Hamilton. Une activité est détectée sur un volcan du nord de la chaîne des Cascades. Le volcanologue Harry Dalton est envoyé sur place pour effectuer quelques mesures. Ce qu'il découvre l'inquiète et il envisage l'éruption imminente du Pic de Dante. Georges Boudon est volcanologue à l'Institut de physique du globe de Paris. Il a aidé à traduire certains termes techniques pour la version française de ce film. Nous l'avons confronté au Pic de Dante. Quand je l'ai vu pour la première fois, justement, quand j'ai été appelé par les studios Universel pour le visionner, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Je le trouve assez réaliste dans son déroulement, avec en effet quelques aberrations, mais sinon, je le trouve bien. Alors, ce film est intéressant parce qu'en effet, il reprend toute l'évolution d'une crise volcanique, la gestion de la crise avec les problèmes que ça pose. On sait que dans toutes les crises volcaniques, c'est toujours difficile de voir comment les choses vont évoluer. Alors, qu'est-ce qu'elles ont, ces cascades? Je m'excuse de t'avoir sorti de ta tanière, mais on a observé un peu d'activité autour du Pic de Dante. Les volcans donc, de la chaîne des Cascades, ce sont des volcans donc, de zone de subduction, c'est-à-dire qu'on a la plaque pacifique qui s'enfonce sous le continent américain, et donc c'est la subduction qui va générer des magmas qui vont donner ces volcans. C'est un petit peu comme aux Antilles, et les magmas de zone de subduction sont des magmas visqueux dans lesquels les gaz vont s'échapper difficilement, et donc ce qui va créer l'explosivité. Et donc on a bien sûr l'exemple de l'éruption du mont Sainte-Hélène qui a été une éruption extrêmement violente, dévastatrice. Et dans le film, bien sûr, le Pic de Dante, donc c'est un volcan bien sûr fictif et qui est donc tout à fait comparé donc au volcan du mont Sainte-Hélène. Que faites-vous exactement? Je contrôle l'acidité de l'eau. Oh, comme à la piscine? Oui, c'est ça. Comme à la piscine. Le gros problème dans le film, c'est qu'on part de rien et puis on a d'un seul coup donc, un événement qui se produit et donc bien sûr qui va être très rapidement, tout va s'accélérer très rapidement. Les signes précurseurs, ça évolue lentement et donc on n'arrive pas d'un seul coup à avoir une mare d'eau avec de l'acidité là où donc c'est disons bien sûr amplifié et bon, pour les besoins du film. Dans la surveillance des volcans, ça se passe un petit peu différemment parce qu'on a des observatoires, on a des appareils, donc des sismomètres, des mesures de déformation comme dans le film d'ailleurs, qui enregistrent en permanence pendant des années, en permanence l'activité du volcan. Et donc on ne part pas de rien, on part d'un bruit de fond, donc on connaît parfaitement les lignes de base, ce bruit de fond du volcan qu'on essaye de déterminer. Et donc quand on a des signes qui sont un petit peu plus forts, donc qui sont différents, de pouvoir les comparer avec ce que l'on connaît si on a une ligne de base relativement longue. J'effectue ces contrôles 20 à 30 fois par an. Dans 98% des cas, ce sont de fausses alertes. Et les 2 autres pourcents? Si on en fait partie, on n'a plus aucune chance d'être première ville au classement. Souvent, il est très difficile de pouvoir déterminer quel va être le style d'éruption et quelle va être l'intensité de l'éruption. Et ça, c'est un problème qui est souvent délicat. Et c'est pour cela que les géologues, donc moi je suis géologue de formation, les géologues ont un travail extrêmement important dans la reconstitution du passé du volcan. C'est-à-dire que si on connaît bien toutes les éruptions qui se sont succédées donc, sur le volcan avant qu'une nouvelle éruption, une éruption future se produise, on est en mesure de savoir quels sont les types d'éruptifs qui vont se produire et quelle est l'intensité de ces phénomènes. Et donc on peut disons, avoir une estimation donc, du type et de l'intensité de l'éruption qui va se produire. Mais souvent avec les signes géophysiques ou géochimiques, il est difficile de pouvoir déterminer ça. Tu sais qu'il y a des dizaines de causes qui peuvent expliquer le réchauffement d'un bassin. Un léger tremblement de terre ou un glissement de terrain minime. Et aucune de ces causes, aucune ne permet de dire que la montagne va exploser la semaine prochaine, le mois prochain ou même le siècle prochain. Les signes qu'on enregistre, est-ce qu'ils sont des signes d'une montée de magma? Est-ce qu'on va avoir du magma qui va arriver à surface? Est-ce qu'il va y avoir une éruption? Est-ce qu'elle va être phréatique ou au contraire elle va évoluer vers une éruption magmatique? Et souvent on n'a pas toujours les éléments qui permettent de répondre directement. Et donc on sait très bien que quand des fortes personnalités, disons, ont un avis, donc ils arrivent à l'imposer, à vouloir l'imposer, donc de façon assez marqué, et ce qui des fois peut en effet fausser le débat et fausser, disons, l'expertise des autres scientifiques. Et votre volcan est peut-être en train de se réveiller. Monsieur Dalton,
Vous nous demandez de préparer l'évacuation de 7400 personnes, pas moins. Vous ne trouvez pas que c'est un peu énorme? Je demande simplement que l'on déclenche l'alerte afin que les gens soient prêts à une possible évacuation. Finalement, il a encore peu d'éléments. Ils n'ont pas encore installé les sismomètres, donc il ne connaît pas l'activité sismique, il ne connaît pas l'activité, la déformation du volcan. Et à partir de rien, il commence à, disons, à échafauder un scénario catastrophe, alors que disons, les éléments vraiment scientifiques sont encore pas développés. Le scientifique, s'il regarde que son aspect scientifique, il va dire, ben voilà, il y a des signes, donc on va vers quelque chose, vers un phénomène, vers une éruption. Mais bien sûr, il faut prendre en compte tous les aspects socio-économiques qu'il y a et donc là, c'est là où son directeur, donc bien sûr, prend en compte ces aspects-là. Nous avions envisagé au Centre national de surveillance de placer la ville toute proche en état d'alerte. Et Dieu merci, la montagne est restée calme. Mais le mal était fait quand même. Les gens avaient su que notre centre avait exprimé des inquiétudes. Et tous les touristes ont paniqué, la ville a été boycottée, il y a eu un effondrement immobilier. Bref, ça a été la quasi-faillite générale. Et c'est vrai qu'on est souvent confronté à ce problème-là, c'est que nous, on peut avoir un avis, dire voilà, il y a tel phénomène qui se produit, mais après, il y a un certain nombre de facteurs qui interviennent. Alors, le scientifique lui-même, il n'a pas, nous, notre rôle, c'est pas de prendre en jeu tous les aspects risques. Je veux dire, nous, on fournit l'information, on fait l'évaluation, on donne l'aléa et on donne donc ce qui peut se produire. Et après, donc, c'est aux décideurs donc, à prendre en considération l'aspect scientifique et puis les autres aspects, les autres enjeux socio-économiques. On a un exemple qui est assez célèbre, c'est l'éruption du Nevado del Ruiz en 1985 en Colombie. Il y a un certain nombre d'experts qui ont été envoyés pour évaluer les risques, pour évaluer donc l'aléa et le risque. Et il y a une carte des risques qui est sortie quelques jours avant la catastrophe, qui notamment indiquait que la zone d'Armero était donc un secteur donc à haut risque. Et cette évaluation a été donnée quelques jours avant aux autorités colombiennes qui n'ont pas pris la décision donc d'évacuer. Le résultat de l'affaire, c'est qu'il y a eu 25 000 morts. Donc là, on voit bien que les scientifiques avaient fait correctement leur travail et avaient donné les informations aux autorités qui, après, ont tardé pour prendre des décisions. C'est ça, Paul, c'est ça. Quelle superbe progression. Heureusement, j'ai tellement bossé dessus que j'ai perdu 7 kilos. Zoom vers l'avant. Je zoome. Je vois une petite activité géothermique sur le bord du cratère. Donc en effet, c'est l'idéal d'avoir des robots qui permettent d'aller dans des zones donc inaccessibles pour pouvoir faire des mesures. Et donc il y a beaucoup d'études donc, qui sont faites pour essayer en effet d'avoir des systèmes qui permettent d'échantillonner ou d'accéder à des zones qui sont difficiles d'accès et surtout en période d'activité. Alors il y a des systèmes qui se développent énormément, c'est les drones par exemple. Alors actuellement on utilise de plus en plus des drones pour aller faire soit des prélèvements dans les panaches, soit pour faire des prises de vue ou des mesures donc d'altitude, de GPS, et donc ça, ce sont des choses qui se développent de plus en plus. Le robot à pattes, là, tel qu'on le voit dans le film, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait eu d'essai de ce type de robot donc, dans la réalité. C'est quoi cette odeur? On dirait du soufre. Ouais. Du dioxyde de soufre. Alors bon, là aussi c'est très exagéré, parce qu'on passe d'une eau claire à une eau qui est complètement marron en l'espace de rien de temps. Donc là aussi les phénomènes sont évolutifs. Et alors le dioxyde de soufre, on va surtout, je ne suis pas sûr qu'on le voit beaucoup dans l'eau, on va surtout le ressentir. On va avoir des émanations gazeuses, on va avoir des odeurs d'hydrogène sulfuré, d'H2S, de dioxyde de soufre et autres. Et donc ça va être surtout au niveau des émanations donc, gazeuses. Et puis on peut avoir en effet des compositions qui évoluent donc, au niveau des sources, mais pas avec des phénomènes aussi brutaux. Sur un volcan, on n'a pas d'activité, on a de l'activité sismique, des séismes qui sont dus au mouvement de magma, à la déformation du réservoir, donc à
la fracturation du réservoir et des roches superficielles. On n'a pas ce continuum de bâtiments qui tombent. Donc là, en effet, c'est très exagéré et surtout pas très réaliste par rapport à une éruption volcanique. Alors je pense que là, encore une fois, c'est dû au fait qu'au Mont Sainte-Hélène, ce qui a déclenché le glissement du volcan, c'est un gros séisme de magnitude 5,5 qui a déclenché le glissement. Donc, je pense qu'ils ont utilisé ça et puis bien sûr ils l'ont amplifié pour les besoins du film. C'est quoi cette lumière rouge? Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors ça aussi, c'est pas très réaliste parce que pour un pilote d'hélicoptère, la hantise justement, ce sont les cendres volcaniques, enfin les cendres ou les poussières. Et donc moi, j'ai été confronté plusieurs fois à ces problèmes-là, c'est que les pilotes d'hélicoptères ne veulent pas se poser, par exemple, même sans qu'il y ait une éruption, mais s'il y a eu des retombées de cendres, donc en fait les pales vont soulever les cendres et donc souvent ils ne veulent pas se poser parce que justement les cendres vont rentrer dans les turbines et donc vont empêcher, donc après vont empêcher la turbine de fonctionner. Et alors on connaît l'effet des cendres par exemple sur les réacteurs des avions. Les cendres donc dans les réacteurs donc vont fondre, puisque les réacteurs c'est à très très haute température, vont fondre et vont former une espèce de verre qui va colmater le réacteur et qui va bloquer donc le fonctionnement du réacteur. Et donc ça c'est vraiment un des gros problèmes et c'est bien pour ça que lors de l'éruption de l'Isafjord en Islande en 2010, donc le trafic aérien a été interrompu pendant plusieurs jours parce qu'on craignait justement qu'il y ait une quantité de cendres dans l'atmosphère trop importante qui risquait donc de perturber les réacteurs. Donc ça c'est vraiment un problème qui est extrêmement important et vous n'avez pas un pilote d'hélicoptère qui vole quand il y a en particulier quand la cendre tombe. Ce type de volcanisme, c'est un volcanisme, comme je vous le disais, avec des laves très visqueuses, dans lesquelles les gaz vont s'échapper difficilement, et donc ce qui va créer l'explosivité. Par contre, sur ce type de volcan, on ne peut pas avoir en même temps des coulées de lave, des fontaines de lave et des coulées de lave. Ça, c'est complètement irréaliste. On voit ça sur les volcans d'Hawaï, au Piton de la Fournaise, mais c'est un autre type de volcanisme, et dans la chaîne des Cascades, donc c'est pas possible, surtout pendant la même éruption. Donc ça, c'est quelque chose qui a été... bon, je pense qu'il fallait mettre du rouge dans le film pour que ça soit plus attrayant, mais c'est complètement irréaliste. Ah merde. Merde. On n'acidifie pas un lac comme ça, en quelques jours, quelques jours. Donc c'est ça aussi, c'est quelque chose complètement irréaliste. On peut en effet diminuer le pH du lac de quelques dixièmes, mais on ne va pas passer à un lac là, qui fume et qui sort. On connaît des lacs acides sur les volcans. Il y a un volcan, par exemple, au Costa Rica qui s'appelle le Poas, qui est dont le cratère est occupé par un lac d'acide. Et on voit l'acide qui fume, donc c'est vraiment un lac d'acide. Mais qui est un acide, c'est un lac qui est avec cette acidité permanente. Alors en effet, vous mettez un morceau de ferraille là-dedans, il va rapidement être détruit. Donc en effet, quand on a quelque chose d'extrêmement acide, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Hein. Et donc on n'a même pas besoin d'avoir de lac acide. Nous, par exemple, sur le volcan de la Soufrière de Guadeloupe, on a des émanations gazeuses qui sont extrêmement acides, qui sortent pratiquement de l'acide chlorhydrique pur. Et on a fait des tas d'installations justement pour capter les gaz, pour pouvoir les analyser in situ, et rien ne résiste, tout est détruit, même de l'inox, enfin tout est détruit. Donc en effet, cette acidité peut être extrêmement abrasive et détruire tout très rapidement.
Alors la coulée de boue, oui, elle est, moi je l'ai trouvée très bien faite. Et en effet, quand on a des retombées de cendres sur un volcan, des retombées épaisses, ben, elles peuvent être remobilisées très rapidement par les pluies, parce qu'en général, quand on a des grands panaches éruptifs, il y a une quantité d'eau extrêmement importante, de vapeur d'eau dans ces panaches, et donc ça va entraîner des pluies extrêmement importantes, qui vont donc remobiliser les cendres et donner rapidement donc, des coulées de boue qui peuvent être extrêmement dévastatrices. On a l'exemple au Pinatubo, donc, où on a eu des lahares extrêmement gigantesques qui ont été extrêmement destructeurs sur de grandes distances, puisque ça peut parcourir de très grandes distances. Donc ça, c'est tout à fait réaliste et qui vont transporter, on le voit bien, des troncs, qui vont reprendre tout et qui peuvent en effet avoir cet effet destructeur, même détruire des ponts. Donc ça, c'est tout à fait réaliste. Lorsqu'on a une coulée de lave, on a toujours la superficie, donc la partie supérieure de la coulée qui va se refroidir bien sûr plus rapidement puisqu'elle va être en contact avec l'air, et donc elle va former une espèce de film donc, qui va être refroidi, qui va être donc beaucoup plus sombre, mais on le voit très bien quand il commence à rentrer dans la coulée, donc la coulée est rougeoyante, et donc on a donc la lave incandescente. Ce type de lave incandescente, elle a une température de l'ordre de 1000 à 1100 degrés. Donc on voit mal comment une voiture peut résister, peut traverser. Le nuage pyroclastique se forme. Maman! Oui, ma chérie? Maman, ils sont proches! Je trouve que c'est vraiment, on voit l'expansion du panache qui est vraiment ce que l'on peut voir hein, quand on a vu le panache du Sainte-Hélène ou du Pinatubo, donc on voit très bien cette expansion-là, donc c'est très bien fait. Et puis l'effet de souffle, hein, donc donc il appelle ça un nuage pyroclastique, en effet, c'est ce qu'on appelle une coulée pyroclastique, c'est-à-dire pyroclastique, hein, ça vient du grec, c'est pyro, le feu, et clastique fragmenté, donc fragmenté par le feu, et donc c'est le terme qu'on utilise en volcanologie, et avec un effet extrêmement dévastateur, hein, donc on a appelé ça au Mont Sainte-Hélène un blast souffle dirigé, chargé et dirigé latéralement, puisqu'il il est dirigé de façon horizontale. Tout son effet extrêmement dévastateur, avec des vitesses qui sont extrêmement importantes, plusieurs centaines de mètres par seconde. On a même vu, ils ont même relevé des vitesses donc au-delà de la vitesse du son au Mont Sainte-Hélène, et donc avec un effet dévastateur, donc cet effet de destruction des arbres là. Encore une fois, si on fait référence au Mont Sainte-Hélène, après l'éruption, tous les flancs du Sainte-Hélène étaient recouverts d'une forêt avec des gros sapins, des Douglas qui faisaient 50 mètres de hauteur, et on a l'impression, après le passage du souffle, d'avoir renversé une boîte d'allumettes, tout est couché, tout a été dévasté. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait dans le film. Accrochez-vous, les enfants! Et alors la façon dont ils s'en sortent, en effet, donc ils rentrent dans cette mine désaffectée, et ça aussi c'est tout à fait plausible. Hein. On a un exemple qui est célèbre, c'est à la Montagne Pelée en 1902, donc où on a eu un souffle dirigé, une explosion, une nuée ardente à peu près du même style, qui a complètement rasé la ville de Saint-Pierre et a fait 30 000 morts. Et dans cette ville de Saint-Pierre, il y a une personne qui en a réchappé, c'était un prisonnier qui était dans un cachot avec des murs très épais d'1 mètre, mais surtout dont l'ouverture était dirigée du côté opposé au souffle. Et donc ce gars-là, il a été brûlé, mais il n'est pas mort, il s'en est sorti. Donc ça montre bien que si on est dans une zone, disons une zone qui est protégée, et que bien sûr l'ouverture n'est pas dans le sens du souffle, et bien on va pouvoir en réchapper. Donc cette idée en effet d'Harry Dalton d'aller s'engouffrer dans cette mine était tout à fait judicieuse et tout à fait réaliste.